Qu'est-ce que l'idéologie? Holy shit! Par Jean, je suis pas capable de prononcer ce nom-là, B-A-E, Bachelor? Je sais pas. J'ai pas non plus regardé c'était qui, mais son texte, c'est quand même assez important. Je pense que la préface est de Raymond Aron. J'ai trouvé d'abord, c'est un livre qui est paru aux éditions Idées Gallimard. J'ai d'abord trouvé, le livre fait 400 pages environ, 390 pour être plus précis. La première moitié, très bonne, très efficace. Puis après, on dirait que c'était comme, bah, en tout cas, on verra bien. Qu'est-ce que l'idéologie? Ni une insulte, ni un concept passe-partout, mais la manière dont les hommes pensent, parlent et écrivent dès qu'ils font de la politique. Donc, lui, c'est un chargé de recherche au CNRS. Bon, évidemment, le livre date un peu. On est 1976. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il a analysé l'idéologie d'un point de vue économique. Ça, c'est fort, je trouve. Parce que on va regarder les chapitres, puis vous allez comprendre. Donc, il va sur la consommation de l'idéologie. Donc, le chapitre 1, c'est la nature de l'idéologie. Chapitre 2, les fonctions de l'idéologie, la demande idéologique, donc d'où ça vient, l'offre idéologique. C'est là que ça devient moins intéressant parce que c'est la partie peut-être qui est plus qui a moins bien vieilli, si on veut. Donc, les noyaux idéologiques, les systèmes idéologiques, la consommation idéologique, ainsi que l'efficacité des idéologies. Donc, ben, l'idéologie, c'est quoi? C'est un discours lié à l'action politique. Fait qu'on va aller à la page 22. Donc, ben, d'abord, un peu la définition, comme je l'ai déjà mentionné, mais je décide d'entendre par idéologie les états de conscience liés à l'action politique. Donc, c'est vrai, bien, évidemment, l'idéologie est toujours liée à l'action politique. Page 30, ce qui est intéressant, c'est qu'il va distinguer fondamentalement par l'élargissement du champ des possibles, par la latitude qui est laissée de choisir parmi ces possibles. Au fond, les sociétés humaines sont vraiment, comparativement à tous les animaux, etc., tout ce qu'on connaît, laissé libre de choisir, entre guillemets, un éventail de possibilités immense. Donc, il n'y a rien, en fait, il n'y a pas de stock génétique, il n'y a pas d'invariant de la structure sociale qui impose d'être prédatrice ou industrielle, chrétienne, animiste, guerrière ou marchande pour les sociétés. Tu sais, il y a pas de dîner en termes d'idéologie ou de... C'est vraiment, tout est contextualisant. Donc, la critique fondamentale de l'homme est la pluralité des choix. Cette pluralité fonde la possibilité des désaccords, évidemment, et les divergences, donc des conflits. L'essence du politique doit être cherchée du côté des conflits. Donc, c'est dans le conflit, en fait, comme on l'a déjà parlé précédemment dans une autre revue littéraire, c'est dans le conflit que l'étude sociologique peut émerger, puisque c'est dans la rupture et non dans la continuité que s'étudient les sociétés. Donc, qu'est-ce que l'idéologie? L'idéologie, en fait, c'est un ensemble de formes de mots dont le degré d'organisation de complexité peut aller du slogan jusqu'au système. Puis tout ça, évidemment, il y a un noyau à l'intérieur de ça. Autrement dit, une idéologie est un discours orienté par lequel une passion cherche à se réaliser dans une valeur. Donc, cette réalisation se fait dans le champ politique, dont nous avons montré qu'il est par nature conflictuel, puisque, évidemment, un champ politique ne peut être que conflictuel, puisque il y a opposition d'idées. Donc, une idéologie est donc par nature polémique. On aimerait la définir comme un polémisme, parce que, évidemment, c'est polémique, puisqu'il n'y a pas une entente sur les différentes idéologies. Donc, ça prend toujours deux idéologies minimalement concurrentes parce que sinon, s'il n'y en avait qu'une, on ne parlerait pas d'idéologie, mais bien de tradition, ce qui est complètement différent. Puis aussi, ce qu'il va dire, qui est vraiment intéressant, c'est que tout combat tend vers le duel. Puis je veux dire, si on analyse tous les systèmes politiques, c'est pratiquement toujours des duels. En fait, c'est toujours des duels. Si on prend la politique américaine, peu importe, c'est toujours... Il y a à peu près, dans toutes les démocraties que je connais, il y a à peu près toujours uniquement deux partis qui se font une joute. C'est toujours entre deux partis.
Puis quand il arrive un troisième parti, on peut prendre comme exemple la CAQ au Québec, ben en fait, c'est l'ancien parti, qui est le Parti québécois, ben s'est trouvé complètement hors champ, puis il est juste plus dans la course, puis là, ben, on se retrouve actuellement entre la CAQ et les libéraux. Donc, c'est à peu près toujours un duel. Puis, ben, l'enjeu ultime du politique, c'est le pouvoir, évidemment. Donc, l'idéologie est l'ensemble des représentations accompagnant les actions dans une société donnée qui visent à la conquête ou à la conservation du pouvoir. Donc, au total, une idéologie, c'est une formation discursive polémique grâce à laquelle une passion cherche à réaliser une valeur par l'exercice du pouvoir dans une société. Fait que ça, c'est la petite partie résumée de tout ce qu'on vient de dire. Un autre point intéressant, c'est qu'il dit qu'une idéologie ne peut être ni prouvée ni réfutée. Parce que c'est une idéologie, c'est pas une vérité physique. Donc, une idéologie n'est ni vraie ni fausse, elle ne peut être qu'efficace ou inefficace, cohérente ou incohérente. Donc, la critique de l'idéologie, elle peut uniquement porter sur l'inefficacité ou l'incohérence. C'est quand même vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant comme livre, la première partie. Les 250 premières pages. Donc, on va aller à la page 63, juste un petit peu plus loin. Le ralliement. Donc, les fonctions de l'idéologique, il va émettre les points différents, il va émettre ça en différents points. Donc, le premier, c'est le ralliement. Donc, les fonctions, ben, c'est d'aller chercher de l'appui, de relier, ou que la neutralité puis la majorité se lient avec l'idéologie qu'on cherche à promouvoir. Ensuite, comme fonction, ben, on a la justification. Donc, dans quelle mesure l'acteur politique évoque-t-il le besoin ou la nécessité de justifier son action à ses propres yeux? La raison est évidente. C'est quand il éprouve des doutes. Quand on sent le besoin de se justifier, c'est qu'on éprouve des doutes. C'est vraiment intéressant. Puis c'est vrai aussi. C'est juste totalement vrai. Mais ça peut être aussi plus complexe que ça parce que des fois, il faut justifier parce qu'il faut résumer quelque chose parce que les gens ne veulent pas faire leurs recherches pour trouver les véritables réponses. YouTube Game. Donc, de même, il prend l'exemple de la religion. De même, le croyant ne commencera à rechercher les preuves de l'existence de Dieu que si la menace de l'incroyance lui apparaît proche. C'est sûr que tu ne commences pas à chercher les preuves de Dieu si, ben, quand tu es croyant, tu ne commences pas à rechercher encore plus de preuves de Dieu si tu ne te sens pas en quelque sorte menacé dans ta croyance. Donc, il y a toute une série de pages sur la justification. Après, on tombe dans le voilement. Donc, le voilement, qu'est-ce que c'est? C'est la fonction du voilement. C'est l'idéologie permet aux classes opprimantes de masquer leurs intérêts sordides derrière des grands mots. Au final, donc, le voilement serait tout simplement une ruse politique pour préserver le pouvoir, pour garder certains privilèges, certains avantages. Ensuite, on a la désignation, donc comme fonction. L'idéologie accompagne les conflits politiques. Les conflits politiques supposent la pluralité des choix. La fonction de la désignation consiste à permettre de faire son choix dans la pluralité. En fait, comme on l'a dit, ça tend vers le duel, donc c'est un peu un faux choix, si on veut, parce que choisir juste entre deux, c'est pas vraiment un choix. C'est l'illusion d'un choix. La perception, donc l'action politique se déroule dans un contexte où l'acteur est hors d'état de maîtriser totalement. Donc, ce qui fait que ça change toujours. L'idéologie doit continuellement s'adapter. Page 108, mais la demande, d'où vient la demande? C'est le degré, la demande globale. Donc, c'est le degré de consensus régnant dans une société donnée. Au fond, le consensus permet effectivement à l'acteur politique d'agir dans un monde transparent et stable. C'est l'idée aussi que ça prend une idéologie, ça prend une certaine forme de consensus pour pas qu'il y ait de guerre civile, pour pas qu'il y ait évidemment d'affaissement du système social. Donc l'idéologie permet de lier le système social. Puis en fait, ce qu'il remarque, c'est que
lorsqu'il y a une guerre civile, lorsqu'il y a des grosses crises, ben, la demande idéologique, elle augmente. Donc, les gens cherchent de plus en plus quelque chose à quoi s'accrocher pour que cette idéologie-là, quelle qu'elle soit, permette d'affaisser, d'arrêter complètement ben, cette guerre-là, ce mouvement-là qui est anxiogène, cette guerre civile-là. Donc, en fait, plus il y a de crise et plus il y a de demandes idéologiques. Fait que ça, c'est vraiment la partie intéressante. La force de ce livre-là, c'est vraiment de l'avoir analysé d'un point de vue économique, donc avec l'offre et la demande, etc. Donc, ça, j'ai trouvé ça vraiment pertinent. Donc, au total, la faiblesse ou l'absence de consensus dans une société s'accompagne d'une demande élevée idéologique. Et le deuxième facteur, selon lui, pour avoir une demande élevée idéologique, c'est l'intensité des conflits politiques. Je vais vous lire sa définition à la page 123 de la guerre civile parce que je trouvais ça intéressant. Donc, la guerre civile est un phénomène rare dans l'histoire humaine. Elle mélange inextricablement des traits propres à la politique intérieure et à la politique extérieure. Chaque champ constitue virtuellement une société complète et considère l'autre comme constituant l'étranger effectif. Donc, même si deux personnes, même race, même classe sociale, même, on pourrait dire des jumeaux si on veut, mais ils sont considérés comme un étranger parce que l'idéologie est différente. Mais cet étranger est simultanément le voisin, l'ami ou le parent. Donc, l'endogroupe, dans le fond, l'endogroupe, puis l'exogroupe, phénomène de psychologie sociale, ben là, tu te ramasses avec des personnes qui sont dans un exogroupe, tu sais, c'est eux. L'endogroupe, c'est nous, l'exogroupe, c'est eux. Donc, peut être un ami, un parent. Bref, ça crée des tensions énormes. Donc, il occupe le même sol de sorte qu'aucun compromis n'est possible. L'un doit éliminer l'autre. Étant donné la proximité des liens qui unissent les protagonistes, le sentiment qui les anime est celui qui s'apparente le plus à l'amour et à l'amitié, c'est-à-dire à la haine. Donc, la haine, en fait, c'est un amour déçu, philosophiquement. Donc, ce qui fait en sorte que ça devient encore plus passionnel puisque ce sont des gens qu'on connaît. Ça se bâtit, en fait, tout ce climat anxiogène-là, ça se bâtit autour de nous. Donc, tous ces caractères font que la guerre civile est la forme de conflit la plus sanglante et la plus effrayante. Jusqu'à présent, rien n'a prouvé qu'un même peuple ne vit jamais. Jusqu'à présent, l'expérience a prouvé qu'un même peuple ne vit jamais qu'une seule guerre civile. Le souvenir en est si effroyable qu'on évite d'y retomber. Ça, je pourrais pas l'affirmer puisque, du moins, c'est ce qu'il dit, mais on est sur une publication de 1976, donc peut-être que ça a été démenti. Peut-être que des pays ont eu plus qu'une guerre civile, mais je ne le sais pas. Donc, du point de vue idéologique, la guerre civile autorise toutes les possibilités. Bref, c'était vraiment pertinent comme livre, mais après les 200 premières pages, ça devenait moyen. Fait que si la question de l'idéologie vous intéresse, ben, je pense que ça peut être un bon petit livre. Bonne lecture.